Bonjour à tous, je suis le docteur Amine Merji, je suis MCUPH en médecine intensive réanimation au CHU de Strasbourg et aujourd'hui on va parler des paramètres macrocirculatoires dans le choc cardiogénique. On va commencer très brièvement avec quelques définitions. Vous le savez, le choc cardiogénique est souvent un continuum avec l'insuffisance cardiaque aiguë, qu'on appelle aussi parfois l'insuffisance cardiaque aiguë décompensée. Et j'aime bien revenir sur les distinctions principales qui existent entre ces deux entités. L'insuffisance cardiaque aiguë décompensée que vous voyez ici dans la colonne de gauche et le choc cardiogénique qui, il faut bien différencier puisque la prise en charge qui va y découler sera complètement différente souvent. L'insuffisance cardiaque aiguë s'installe en quelques jours, parfois quelques heures quand il s'agit d'œdème aigu pulmonaire. Souvent, dans l'insuffisance cardiaque aiguë, la pression artérielle systolique est préservée, supérieure à 90 mm de mercure. Elle est très souvent abaissée dans le choc cardiogénique, nécessitant soit de la dobutamine, soit de la noradrénaline. L'index cardiaque est souvent préservé dans l'insuffisance cardiaque aiguë supérieure à 2,2 litres par minute par mètre carré, qui n'est souvent pas le cas dans le choc cardiogénique, où il est abaissé en dessous de ces 2,2 litres. On verra par la suite d'où vient ce chiffre. L'hypoperfusion des organes est souvent préservée, donc il n'y a souvent pas forcément des signes d'hypoperfusion dans l'insuffisance cardiaque aiguë, même si ça peut arriver, alors que dans le choc cardiogénique, elle est très souvent là. Et puis il y a d'autres caractéristiques, notamment le fait d'avoir un lactate qui est augmenté, une acidose métabolique. Tout ça fait que le choc cardiogénique, généralement, sera pris en charge avec de la dobutamine, de la noradrénaline, et non pas comme dans l'insuffisance cardiaque aiguë, avec une prise en charge qui va être basée sur des diurétiques ou des dérivés nitrés qui vont permettre de baisser la tension. C'est quelque chose qu'on n'utilisera jamais, par exemple les dérivés nitrés, dans le choc cardiogénique, alors que c'est fréquent d'utiliser dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Pour donner une définition un petit peu plus précise du choc cardiogénique et notamment concernant son caractère hémodynamique, sa caractérisation hémodynamique, en 2023, un panel d'experts mondiaux, européens, américains ont mis au point cette définition qui repose notamment sur le fait d'avoir moins de 90 mm de mercure de pression artérielle systolique pendant plus de 30 minutes, ou alors, pour pouvoir atteindre cette pression artérielle supérieure à 90 mm de mercure, la nécessité d'utiliser soit des vasopresseurs, soit des inotropes, soit une assistance circulatoire dans un contexte de dysfonction cardiaque primaire, avec généralement au niveau de l'index cardiaque un index inférieur à 2 litres par minute par mètre carré. Dans ce même papier, les experts reconnaissent qu'il existe quand même, dans certaines rares situations, des chocs cardiogéniques avec une pression artérielle qui est conservée, qui est supérieure à 90 mm de mercure, mais qui va quand même généralement nécessiter l'utilisation de vasopresseurs, d'inotropes ou d'assistance circulatoire du fait d'un index cardiaque qui est aussi abaissé. Même s'il n'y a pas de data exacte sur ce sujet-là aujourd'hui, on considère que c'est moins de 5% des chocs cardiogéniques. Concernant maintenant la classification SKY, qui est la classification qu'on utilise dans le choc cardiogénique, eh bien, elle repose aussi sur des indices hémodynamiques, pas que, mais ici je vous ai remis les principales caractéristiques hémodynamiques qui vont permettre de différencier les différents états de choc. On parle de grade A quand la pression artérielle systolique est conservée au-dessus de 100 mm de mercure, que l'index cardiaque est au-dessus de 2,5 litres par minute par mètre carré et une SCVO2 supérieure à 65%. On va parler de stade B pour beginning du choc cardiogénique. À partir du moment où la systole devient à moins de 90 mm de mercure, la PAM inférieure à 60 ou une diminution de plus de 30 mm de mercure par rapport à l'état basal. Et puis une fréquence cardiaque qui est souvent supérieure à 100 battements par minute et un index cardiaque qui, à ce stade, est encore supérieur à 2,2 litres par minute par mètre carré. On parlera de stade C, qui est vraiment le stade classique du choc cardiogénique, généralement les patients qu'on rencontre le plus souvent, avec une systole à moins de 90, une PAM à moins de 60 ou une chute de plus de 30 mm de mercure par rapport à l'état de base, une fréquence cardiaque supérieure à 100 et cette fois-ci un index cardiaque inférieur à 2 litres par minute par mètre carré. Le classe D, c'est le choc cardiogénique qui se détériore avec les mêmes caractéristiques hémodynamiques que le stade C, mais cependant, c'est caractéristiques hémodynamiques qui sont là alors même qu'on est en train d'augmenter, d'escalader les doses de vasopresseurs et de catécholamine et peut-être même qu'il faut recourir à de l'assistance circulatoire avec ici un lactate qui continue à monter et qui est au-dessus de 2 mmol par litre. Et enfin le stade E pour extremis qui est globalement le patient en choc cardiogénique qui est au bord de l'arrêt cardiaque, qui est quasiment sans pouls avec un lactate supérieur ou égal à 8 mmol par litre. Concernant la prise en charge maintenant hémodynamique et notamment de la macrocirculation,
on va voir un petit peu ce qu'il existe dans la littérature et comment on essaye de prendre en charge ces chocs cardiogéniques aujourd'hui. Pour ça, on dispose de plusieurs indices qui sont habituellement les principaux indices qu'on utilise lorsqu'on est au lit du patient, au chevet du patient, la pression artérielle, le débit cardiaque, l'index cardiaque, la SVO2 ou SCVO2 et puis le cardiac power output, cardiac power index. La pression artérielle, vous le savez, elle peut être évaluée à travers 4 paramètres différents, la systolique, la diastolique, la moyenne et la pression pulsée. Et vous le savez, la systolique est habituellement le reflet de la post-charge du ventricule gauche et on a tendance à faire en sorte de ne pas trop l'élever justement pour ne pas augmenter la charge et la MVO2 au niveau du ventricule gauche. La diastolique reflète la pression de perfusion coronaire et donc il faudra quand même s'assurer à ce qu'elle ne soit pas trop basse. La PAM est le reflet global de la perfusion des organes et puis la pression pulsée, c'est un reflet un petit peu approximatif du volume d'éjection systolique. Ça, c'est à garder en tête pour la suite de la présentation et notamment quand on parlera de la PAM et de la pression artérielle systolique. Alors, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui dans les guidelines concernant la prise en charge hémodynamique des patients en choc cardiogénique? Pas grand-chose, comme vous pouvez le voir. Les dernières guidelines de l'ESC de 2021 disent qu'il faut utiliser un agent inotrope quand la systole est à moins de 90 mm de mercure, avec un niveau d'évidence 2B qui est relativement faible, et puis il utilise des vasopresseurs, plutôt de la noradrée, pour améliorer la pression artérielle et la pression de perfusion des organes chez les patients en choc cardiogénique. Donc voilà, une fois de plus, extrêmement vague et flou et pas du tout précis pour guider notre prise en charge. Les recommandations américaines qui sont sorties l'année suivante, c'est à peu près la même chose. On est dans le flou, dans le vague, puisque vous voyez, il est suggéré d'utiliser des inotropes pour maintenir une pression de perfusion systémique et préserver la perfusion des organes. Une fois de plus, pas de guideline très précise quant à les cibles qu'il faudrait essayer de viser ou d'atteindre chez nos patients. Finalement, une des raisons pour lesquelles on n'a pas de guideline précis, c'est tout simplement parce que, comme le rappelait cette review d'experts, parce que en fait, il n'y a rien qui a été validé dans la littérature de manière prospective, et donc on admet communément qu'il faut viser 60-65 mm de mercure, bien que ceci n'ait jamais été validé dans des essais contrôlés randomisés dans le choc cardiogénique. Pourquoi ces guidelines floues et ce très faible niveau de preuve? Vous allez voir, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la littérature à ce jour. Un des premiers papiers vraiment intéressants sur le sujet, c'est un patient qui date de 2020, qui a été publié dans Critical Care, qui a regardé de manière rétrospective dans une cohorte de choc cardiogénique monocentrique d'environ 1000 patients à la Mayo Clinic, quel était le devenir des patients en fonction de la PAM durant les 24 premières heures. Donc là, on a la moyenne de la PAM sur les 24 premières heures et on a regardé comment avait évolué ce patient. À noter, il y avait dans ce groupe de patients environ 40% de patients qui étaient en post-arrêt cardiaque. Et toujours, il faut garder en tête que ces patients-là ont quand même une physiopathologie un petit peu différente, puisqu'ils présentent généralement un syndrome post-ressuscitation ou post-ACR qui a une tendance à avoir beaucoup plus de vasoplégie que les chocs cardiogéniques purs, on va dire. Et puis aussi un pronostic qui peut être grévé par les conséquences neurologiques de l'arrêt cardiaque. Et donc, qui font que c'est toujours difficile d'incorporer les patients en arrêt cardiaque dans ces études sur les chocs cardiogéniques, mais il faut juste l'avoir en tête. En tout cas, dans cette étude, quand on regardait la moyenne de la PAM sur les 24 premières heures, on voyait que quand elle était inférieure à 65, c'est le graphique de gauche, 65 mm de mercure de PAM, moins de 65, on avait une mortalité à 57%, alors que quand elle était à plus de 69 durant les 24 premières heures, la survie était plutôt aux alentours de 30%. Pareil sur la défaillance d'organes, qu'on voit ici sur le graphique de droite, plus la PAM était basse durant les 24 premières heures, plus les patients avaient tendance à présenter des défaillances d'organes. À noter, c'était une étude purement observationnelle, et ce qu'on retrouvait quand même, c'est que les patients avec les PAM les plus basses ici avaient généralement des comorbidités, un score SCAI plus sévère que les autres patients. Une autre étude qui s'est intéressée à cette question de l'hémodynamique, c'est une étude ancillaire de l'étude d'Oremi. Vous vous souvenez, Capital d'Oremi, c'est l'étude qui a évalué l'adobutamine versus l'amylrinone dans le choc cardiogénique, publiée dans le New England Journal of Medicine en 2021. Et ils en ont dérivé une étude ancillaire en regardant les 200 patients, à peu près 192 qui avaient été inclus, et ils ont regardé
en fonction de la PAM, de la moyenne de cette PAM sur cette fois-ci pas les 24 mais les 36 premières heures du choc cardiogénique, quel était le devenir de patient. À gauche, vous voyez le critère composite principal qui avait été utilisé dans l'étude d'Orémy, qui était un critère qui prenait en cause la mortalité toute cause, les arrêts cardiaques ressuscités, la nécessité d'une transplantation ou d'une assistance circulatoire, le fait de représenter un infarctus, un AVC ou une épuration extra-rénale, donc un critère vraiment global. Et bien on voit que sur l'ensemble de ce critère-là, le fait d'avoir plus de 70 de PAM, supérieur ou égal à 70 de PAM, c'est la courbe en bleu en haut, et bien durant les 36 premières heures permettait d'atteindre ce critère composite moins fréquemment que les patients qui avaient moins de 70 de PAM sur les 36 premières heures. Et puis sur le graphique de droite, quand on a regardé, donc sur la KM à droite, la Kaplan-Meier, quand on a regardé juste la mortalité, et bien à nouveau, le fait d'avoir une PAM supérieure ou égale à 70 durant les 36 premières heures était associé à moins de mortalité que quand on avait une PAM à moins de 70. Ici, des datas un petit peu plus intéressantes puisqu'on est sur du prospectif et que globalement la PAM ressortait vraiment comme critère de devenir de ces patients-là, euh, notamment sur la mortalité. Qu'est-ce qu'il en est des autres paramètres de la macrocirculation, et notamment le débit cardiaque et l'index cardiaque? Eh bien, vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure de l'index cardiaque à 2,2 litres par minute par mètre carré. Eh bien, on retrouve en fait ce chiffre-là, la première occurrence dans une vieille étude qui date de 1977. Comme vous pouvez voir, c'était une étude qui avait été réalisée à l'époque à Los Angeles, au Cedars-Sinai, avec comme dernier auteur de cette étude Swan, donc un des inventeurs de la Swan-Ganz. Et ce qui était retrouvé dans cette étude sur des infarctus du myocarde, où l'hémodynamique avait été évaluée justement grâce à ce cathéter de Swan-Ganz, c'était que on avait beaucoup plus de survivants lorsque à l'admission les patients avaient plus que 2,2 litres par mètre carré d'index cardiaque versus moins de 2,2 litres par minute par mètre carré d'index cardiaque. Entre-temps, on n'a pas eu beaucoup d'études jusqu'à cette étude en 2020 qui avait regardé un petit peu, donc c'est une étude sud-coréenne, pas beaucoup de patients, 82 patients, qui a évalué l'index cardiaque sur les 4 premiers jours, donc là on est quand même sur une moyenne assez longue, et effectivement il retrouvait que les patients qui avaient un index cardiaque un peu plus haut, aux alentours de 3 litres par minute par mètre carré, avaient tendance à plus survivre que les patients avec un index cardiaque plus bas dans les chocs cardiogéniques. Une des autres manières d'évaluer de manière indirecte la macrocirculation, c'est en se basant sur l'évaluation de la SVO2 qu'on obtient grâce à un cathéter artériel pulmonaire de Swan-Ganz ou la SCVO2 qu'on peut obtenir grâce à un cathéter central en territoire cave supérieur, donc sous-clavier ou jugulaire interne. Comment est-ce que la SCVO2 ou la SVO2 représente le débit cardiaque? Eh bien, tout simplement à travers cette formule. Et généralement, on a tendance à l'utiliser à l'état stable, à partir du moment où la VO2 est stabilisée chez nos patients, que l'hémoglobine est aussi stabilisée et au-delà d'un certain seuil, que malheureusement n'est pas parfaitement décrit, et qu'on a aussi une oxygénation qui est suffisante et satisfaisante d'une SAO2 correcte, eh bien, vous voyez que si la SAO2, la VO2 et l'hémoglobine sont relativement stables et dans des ranges normaux, eh bien, ce qui va vraiment faire varier la SVO2, c'est le débit cardiaque. Et donc on utilise, souvent notamment en réanimation, ce paramètre-là pour nous guider de manière un petit peu grossière sur le débit cardiaque et notamment nous inciter à aller réaliser une échographie cardiaque si cette SVO2 est abaissée ou en tout cas varie de manière brutale. Ce paramètre, j'insiste, est vraiment à prendre avec des pincettes et à analyser avec toujours beaucoup de méfiance puisqu'il y a énormément de facteurs qui peuvent impacter et modifier les différents paramètres qui jouent dans cette équation. La VO2 peut être augmentée chez un patient qui se dégrade et dont l'état de choc se majore, chez un patient qui frissonne, qui a mal. L'hémoglobine peut baisser avec un saignement, l'hémodilution. Et donc tout ça peut aussi faire varier la SCVO2 sans forcément que le débit cardiaque soit à l'origine de la modification du résultat. Donc toujours à prendre avec des pincettes, mais une fois de plus, ça peut être quelque chose qui peut nous orienter et nous guider, en tout cas nous inciter surtout à aller regarder ce qui se passe au niveau du débit cardiaque. Il y a justement une étude qui s'est intéressée à ce paramètre de la SCVO2, donc SCVO2 évalué sur un cathéter central en position cave supérieure, donc jugulaire interne ou voie veineuse sous-clavière. Et donc il a regardé ça chez des patients qui étaient en insuffisance cardiaque aiguë ou en choc cardiogénique qui nécessitaient des inotropes.
Il s'agit de 60 patients hospitalisés en cardiologie à Mont-d'Or et un papier publié en 2012 dans Archive of Cardiovascular Disease. Et donc, les auteurs ont regardé s'il y avait une corrélation entre cette SCVO2 et un MACE. Et pour eux, le MACE est un critère composite qui comprenait la nécessité d'une transplantation cardiaque, d'une assistance ou la mortalité. Et donc, vous pouvez voir ici sur l'image de gauche, plus la SCVO2 était importante, et notamment à 12 heures à 24 heures, au-delà de 65, eh bien, moins il y avait ce MACE qui survenait, transplantation, assistance ou mortalité. Inversement, si la SCVO2 restait en dessous de 60, que ce soit à 12 heures ou à 24 heures, eh bien, vous voyez que la survenue de MACE était plus importante dans ce groupe-là. De manière aussi intéressante, les événements dans ce critère composite arrivaient moins souvent, plus la SCVE2 était importante durant les premières 24 heures, et donc globalement, probablement si le débit cardiaque, qui est donc associé à qui est reflété par cette SCVO2, était correct durant les 24 premières heures. Un des derniers paramètres qu'on peut utiliser pour guider notre prise en charge hémodynamique basée sur la macrocirculation, c'est le Cardiac Power Output ou Cardiac Power Index. Alors c'est quoi ce Cardiac Power Output? Eh bien c'est la PAM fois le débit cardiaque, tout simplement, qu'on va diviser par une constante qui est 451. 451, c'est globalement le CPO, Cardiac Power Output parfait, chez un volontaire sain. Globalement, c'est 90 de PAM fois 5 litres par minute. Et donc, cet indice-là permet d'avoir un reflet un peu plus global, non pas juste sur le débit cardiaque, mais aussi sur la PAM pour la pression de perfusion des organes. Plus précis, a été développé ensuite le Cardiac Power Index, qui est en fait la PAM fois l'index cardiaque divisé par 451. Et encore plus précis, a été développé le CPI-RAP, qui est la PAM moins la POD, donc vraiment qui reflète vraiment la pression de perfusion des organes, fois l'index cardiaque, qu'on va diviser par 451. Alors ce CPO, Cardiac Power Output, a été évalué dans une très belle étude, qui est une des premières études vraiment dynamiques un petit peu dans le choc cardiogénique. On n'a pas juste regardé, contrairement à la plupart des études que je vous ai montrées jusque-là, on n'a pas juste regardé à l'admission quelle était la PAM, la systolique ou le débit cardiaque des patients, mais on a regardé de manière dynamique comment ces patients avaient évolué quand on leur mettait en place la dobutamine, notamment comment leur Cardiac Power Output évoluait. Et donc ça, c'est un graphique qu'on n'a plus l'habitude de voir parce que c'est plus trop utilisé, mais il faut vous imaginer que le CPO basal, il est au milieu, ici, chez ces patients, là, au milieu du graphique. Et puis à gauche, c'est quand on met la dobutamine, c'est tous les patients qui ne vont pas survivre. Vous voyez que la plupart de ces patients ont un CPO qui va assez peu évoluer et qui ne va pas réussir à dépasser 1 watt. Alors qu'à droite, c'est plutôt les patients qui ont survécu à la prise en charge de choc cardiogénique. Et eux, contrairement aux autres groupes, quand on a mis de la dobutamine, ils ont eu leur CPO qui a réussi à franchir la barre des 1 watt. Et donc ça permettait assez bien de discriminer les patients qui allaient mourir des patients qui allaient survivre en choc cardiogénique. Alors vous voyez, c'est une étude qui est assez ancienne. En 1990, on utilisait des doses de dobutamine 2,5 à 40 gamma qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais elle a au moins ce côté intéressant d'avoir évolué le côté dynamique, la réponse du cœur notamment aux inotropes. Une des autres études qui a évalué le Cardiac Power Output, c'est cette étude publiée en 2004 par Fink dans le JACC, une étude prospective sur 36 sites, quasiment 200 patients en choc cardiogénique post-infarctus du myocarde, et les mesures avaient été faites dans les 6 à 12 heures qui suivaient le diagnostic de choc cardiogénique. Ici, ce qu'on retrouvait à nouveau, c'était qu'un CPO inférieur à 0,53 watts était associé à une forte mortalité, ça de manière assez précise, et inversement, plus le CPO était élevé, au-dessus de 0,53 watts, plus le pronostic, le devenir de ces patients était meilleur. Ces résultats étaient retrouvés dans cette étude française publiée en 2014 dans Choc, qui avait regardé de manière prospective en monocentrique 85 chocs cardiogéniques compliquant un infarctus du myocarde. Et à nouveau, ici c'était le Cardiac Power Index, donc PAM fois l'index cardiaque, qui était associé à la mortalité quand il était inférieur à 0,6 watts par mètre carré, avec un NASA ratio à 3,5, du coup une vraie augmentation de la mortalité par rapport aux patients avec un CPI qui était supérieur à 0,6 watts par mètre carré. Enfin, cette étude italienne qui a analysé non seulement le Cardiac Power Index mais aussi le Cardiac
Power Index RAP pour Right Atrial Pressure, donc la PAM moins la RAP, c'est-à-dire la POD, fois l'index cardiaque, avec ici PAM moins POD qui correspond un peu mieux à la perfusion des organes. Et donc ce qui était retrouvé dans cette étude sur 80 chocs cardiogéniques réalisés à Milan, c'est que eh bien, ces deux valeurs, CPI et CPI-RAP, étaient associées à la mortalité des patients en choc cardiogénique, que le cutoff pour le CPI-RAP était à 0,28 watts par mètre carré et pour le CPI à 0,32 watts par mètre carré. Le problème dans cette étude, c'est qu'on ne savait pas trop à quel moment était réalisée, c'était une étude rétrospective, à quel moment était réalisée la mesure, mais probablement dans les heures qui suivaient l'admission en soins intensifs ou en réanimation. Et donc globalement, quand les patients avaient un CPI-RAP inférieur à 0,28 watts par mètre carré ou un CPI inférieur à 0,32 watts par mètre carré, vous voyez la mortalité qui augmentait de manière importante. Enfin, il faut quand même noter que la performance de ces indices, que ce soit le CPI ou le CPI-RAP, ne sont pas non plus extraordinaires, puisque ici, sur la partie gauche de l'image, vous voyez la courbe ROC avec l'AUC du CPI-RAP qui est un peu mieux que celle du Cardiac Power Index et de l'index cardiaque, mais qui n'est pas non plus extraordinaire pour déterminer le pronostic et le devenir du patient. Sur la droite, vous voyez la Kaplan-Meier, et effectivement, avec le CPI-RAP supérieur à 0,28 watts par mètre carré, les patients mouraient un petit peu moins. Avec l'ensemble de ces éléments, c'est quand même difficile aujourd'hui d'avoir une idée précise sur les objectifs hémodynamiques qu'on peut essayer de se fixer ou qu'on peut essayer d'avoir durant la prise en charge de nos patients en choc cardiogénique, puisque vous voyez, beaucoup de ces indices ont été évalués juste à l'admission. Il y en a quelques-uns qui ont évalué le caractère un peu dynamique. Il y en a quelques-uns, notamment les premières études sur la PAM, qui ont regardé la moyenne de ces paramètres sur 24 ou 36 heures, mais finalement des datas qui sont souvent rétrospectives, observationnelles et plutôt à un moment précis. Et c'est de ce fait-là qu'on a eu l'idée, avec des collègues, notamment de Nancy, de travailler sur des données prospectives pour justement voir s'il était possible de déterminer le pronostic des patients en fonction de variables hémodynamiques moyennées sur les 24 premières heures de prise en charge du choc cardiogénique. Et donc c'est une étude qu'on a publiée récemment, donc en 2025, dans Critical Care, qui est un journal de réanimation, et qui du coup a analysé 118 patients en choc cardiogénique qui avaient été inclus de manière prospective. Ici, c'était deux cohortes de choc cardiogénique, donc la cohorte Optima CC, donc des chocs cardiogéniques plutôt qui faisaient suite à un infarctus du myocarde, et la cohorte microchoc, qui est plutôt une cohorte qui évaluait la microcirculation des patients en choc cardiogénique. Et donc on a fusionné ces deux bases de données parce que toutes les deux, de manière prospective, elles avaient évalué l'état hémodynamique des patients au même time point, à savoir H0, donc juste à l'admission, H6, H12 et H24. Et donc, on a essayé de regarder chez ces patients, donc ces 118 patients en choc cardiogénique, quel était le devenir, et notamment en fonction de leur moyenne de variables hémodynamiques sur les 24 premières heures. Ce que vous pouvez voir déjà, c'est qu'il y avait environ un peu moins de 30% des patients qui étaient des post-arrêt cardiaque, donc c'est-à-dire quand même 70% de nos patients étaient du choc cardiogénique plutôt tout venant, post-infarctus, TACO, myocardite, intoxication en bêta-bloquant. Et donc vous voyez, globalement, on est sur une population assez standard, un âge moyen aux alentours de 69 ans, plus d'hommes 59% que de femmes, une classification SKY qui est C à 53%, D à 30% et E à 16%. Des patients qui étaient ventilés à 90%, donc plutôt des patients de réanimation quand même en choc cardiogénique, qui ont été épurés à 30%, enfin 23%, pardon, et qui ont nécessité l'ECMO dans un peu moins de 10% des cas. La mortalité à 30 jours, elle était de 37%, et puis la mortalité ou la mise sous ECMO à 30 jours, d'entour de 40%. Et donc ce qu'on a regardé, c'était notamment les variables hémodynamiques sur moyenne et sur 24 heures, et quels étaient les seuils qui permettaient de discriminer au mieux la mortalité, seuils qu'on a essayé d'arrondir sur des valeurs qui soient utiles et pertinentes cliniquement. Et ce qu'on a retrouvé par exemple, c'est sur les variables dérivées de la pression artérielle, c'est qu'une pression artérielle systolique supérieur ou égal à 95 mm de mercure durant les premières 24 heures était associé à une meilleure survie que les patients qui avaient moins de 95 de systolique durant les 24 premières heures. Pour la PAM, on a retrouvé des cutoffs qui sont à peu près similaires aux études précédentes que je vous ai montrées
avec une meilleure survie quand on a une PAM supérieure ou égale à 70 mm de mercure, une fois de plus, sur les 24 premières heures. Concernant les paramètres dérivés du débit cardiaque, et bien que ce soit le cardiac output ou l'index cardiaque, vous voyez que globalement, avoir un débit cardiaque supérieur ou égal à 3,5 litres par minute sur les 24 premières heures ou un index cardiaque supérieur à 1,8 litres par minute par mètre carré sur les 24 premières heures est plutôt associé à une meilleure survie. Quand on a regardé le Cardiac Power Index, vous voyez, on retrouve des valeurs qui sont à peu près similaires à celles qui sont retrouvées dans la littérature, avec cette fois-ci plutôt une moyenne sur 24 heures et effectivement au-dessus de, supérieur ou égal à 0,27 watts par mètre carré, des patients qui survivent plus, comme vous le voyez là sur les Kaplan-Meier, par rapport aux patients qui avaient un CPI inférieur à 0,27 watts par mètre carré. Quand on a regardé la SCVO2, là à nouveau on retrouvait une valeur proche de ce qui est décrit dans la littérature avec une meilleure survie quand les patients sur les 24 premières heures avaient une SCVO2 qui restait supérieure ou égale à 70%. De manière intéressante, alors ça j'ai pas le temps de détailler, mais dans ce papier-là, on a aussi évalué des paramètres qui sont plutôt le reflet de l'atteinte microcirculatoire, qui sont notamment représentés par ce qu'on appelle le gap PCO2 ou le delta de PCO2, et puis un autre paramètre qui est le delta de PCO2 sur la différence artério-veineuse en oxygène. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fera probablement l'objet d'un autre topo. Et ce qui est assez intéressant, et on retrouvait cette valeur, ces données qui étaient semblables à ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que les valeurs de la macrocirculation, donc pression artérielle, débit cardiaque, index cardiaque, cardiac power output, cardiac power index, l'ensemble de ces valeurs qui reflètent la macrocirculation sont très très mal corrélées aux valeurs qui reflètent l'atteinte microcirculatoire de nos patients en choc cardiogénique. Or, je n'ai pas eu le temps de l'aborder dans ce topo, on sait aujourd'hui que les variables, les paramètres de la microcirculation sont beaucoup plus précis que ceux de la macrocirculation pour essayer de prédire le devenir des patients en choc cardiogénique et sont beaucoup plus sensibles, que ce soit dans leur valeur brute ou dans leur variation, leur fluctuation sur les premières heures. Donc probablement que surveiller ou en tout cas monitorer ces paramètres de macrocirculation, c'est bien, en essayant de viser des seuils qui sont plutôt les seuils qui sont associés à une meilleure survie, notamment dans les 24 premières heures, comme on l'a montré dans ce papier-là, avec la réserve que ce n'est pas une étude interventionnelle, donc il faudrait maintenant, normalement, pour être sûr que ces seuils soient vraiment associés à une meilleure survie chez nos patients, réaliser une étude prospective qui permettrait de valider ces seuils, mais en tout cas ça nous donne déjà au moins peut-être une petite idée des seuils qu'il faut au moins essayer de viser, mais en tout cas garder en tête que ces seuils de la macrocirculation que j'ai décrits ici sont mal corrélés à ceux de la microcirculation et que peut-être ce serait plus pertinent de surveiller aussi les paramètres de la microcirculation pour guider notre réanimation et peut-être même faire éventuellement des analyses plutôt multimodales, à la fois évaluer la macro et la microcirculation pour guider la prise en charge de ces patients en choc cardiogénique. En tout cas, ce qu'on peut retenir des données de la littérature dont on dispose actuellement, c'est que il semble fondamental quand même, je réinsiste là-dessus, de séparer l'insuffisance cardiaque aiguë du choc cardiogénique et donc des traitements qui vont en découler. Que dans le choc cardiogénique, aujourd'hui, on n'a pas encore d'objectif hémodynamique clair à ce jour, même si je vous ai montré, et notamment avec les dernières données qu'on a publiées, qui sont des données prospectives, qu'on devine à peu près des seuils, notamment sur les 24 premières heures qui seraient associés à une meilleure survie, que ces données, elles nécessitent d'être encore validées dans des études prospectives et que probablement il est nécessaire de s'attacher un petit peu plus à mieux évaluer l'hémodynamique à la phase aiguë du choc cardiogénique pour essayer d'améliorer le devenir de ces patients-là dans le futur. Et je vous remercie pour votre attention.